Juste pour donner un ordre d'idée, on avait à peu près 2000 satellites en orbite, 2000 satellites opérationnels en orbite en 2019 et à ce jour, on en a plus de 7000. L'étude permet de distinguer en fait deux méthodes dans l'émergence et la diffusion des normes appliquées au spatial, donc les normes relatives à l'orbite terrestre et les normes relatives à la Lune et aux autres corps célestes. En fait, il y a un premier mécanisme qui est à l'œuvre dans l'émergence de la norme, c'est le mécanisme de la persuasion qui agit aussi dans la diffusion des normes auprès des États. Cela veut dire que ce qu'on appelle les entrepreneurs de normes, donc ça peut être des États ou des entités non étatiques, vont essayer de convaincre d'autres États d'adhérer à leurs normes. L'espace qui devient le champ ouvert de la concurrence entre les grandes puissances. Si Américains et Soviétiques continuent à Genève de négocier le sort de l'armement nucléaire, dans l'espace, tout est permis. Alors dans l'étude, je distingue schématiquement 4 groupes d'acteurs. Donc je distingue les réceptifs ou les alliés, ce sont la France, les États-Unis et leurs affinitaires qui défendent en fait le fait d'avoir des normes de comportement responsables dans l'espace. Ensuite, on a le groupe des opposants, la Russie, la Chine et leurs affinitaires. Donc on compte dedans Cuba, la Syrie ou l'Iran. Ce groupe d'acteurs s'oppose fermement à l'établissement de normes de comportement dans l'espace et préfère à court terme négocier un traité contraignant. Ensuite, on a le troisième groupe, c'est ce que j'appelle le groupe des méfiants, constitué majoritairement d'États du mouvement des non-alignés. Et en fait, ces États ne sont pas contre l'établissement de normes de comportement dans l'espace, mais ils préfèrent tout de même pouvoir discuter sur un texte contraignant. Et enfin, il y a un dernier groupe, le quatrième groupe, que j'appelle les indifférents, mais en fait, ils n'expriment pas une position claire par rapport au groupe cité précédemment. Dans un premier temps, on a certains États qui s'opposent fermement à la mise en place de normes de comportement responsables dans l'espace, sous prétexte que ce sont des normes non contraignantes et que la notion de comportement est subjective. Donc ça, c'est la position par exemple de la Russie et de la Chine. Ensuite, pour les États en général, il est difficile de se mettre d'accord sur une évaluation plus ou moins commune de la menace et donc de définir ce qu'est un comportement menaçant ou ce que serait un comportement irresponsable. Et enfin, ces débats sur l'établissement de normes de comportement dans l'espace se tiennent majoritairement au sein des Nations Unies et donc on recrée finalement aux Nations Unies les oppositions interétatiques qu'on peut retrouver sur Terre. Il y a une croissance fulgurante du nombre des acteurs dans l'espace, acteurs privés notamment, et donc il y a également une croissance très importante du nombre des satellites dans l'espace et notamment en orbite basse. Pour donner un ordre d'idée, en 2019, on comptait à peu près plus de 2000 satellites actifs et aujourd'hui, on compte plus de 7000 satellites actifs, dont la moitié sont des satellites appartenant à la constellation Starlink. Donc la hausse du nombre de satellites dans l'espace augmente également le nombre de risques dans l'espace. Quand on parle de risques, on parle de risques de collision ou d'interférence. On a également dans l'espace une hausse des comportements jugés menaçants ou au moins irresponsables. Par exemple, on a des tirs de missiles anti-satellites, donc pour détruire un satellite dans l'espace à l'aide d'un missile. On a également des satellites en orbite qui libèrent des objets dont on ne sait pas effectivement ce qu'ils font dans l'espace. Au début de la conquête spatiale, en 1957, ce sont plusieurs milliers de fusées qui ont été lancées dans le cosmos et plusieurs milliers de débris de toutes sortes qui gravitent autour de la Terre. Mais le plus grave de cette quincaillerie spatiale, ce sont tous les débris qui continuent à tourner dans l'espace, créant un véritable danger, en particulier pour les stations habitées. Enfin, on a également des rapprochements entre satellites qui se font de manière non coopérative. De ce fait, on a une volonté des États et également des entités non étatiques, que ce soit sociétés privées ou entités non gouvernementales, qui souhaitent mettre en place des normes de comportement dans l'espace ou des nouvelles normes non contraignantes dans l'espace afin de limiter le risque, les risques et les menaces dans l'espace. Donc les risques, les collisions et les interférences et les menaces pour éviter une escalade des tensions dans l'espace.
as part of the Artemis Moon to Mars program. Those capsules will soon return Americans to lunar orbit for the first time in over 50 years, half a century. By 2024, our astronauts will return to the lunar surface to establish a permanent presence and the launching pad to Mars. Donc aujourd'hui, il y a un intérêt renouvelé pour reconquérir la Lune. Ce mouvement est mené principalement par les États-Unis et la Chine. On a aujourd'hui une conquête ou une reconquête qui vise à s'installer de manière pérenne sur la Lune. Donc sur place, sur la Lune, les États et aussi les sociétés privées s'imaginent pouvoir exploiter les ressources de la Lune, se rendre sur d'autres corps célestes par l'intermédiaire de la Lune et éventuellement exploiter les ressources de la Lune à des fins commerciales. Je voudrais vraiment voir les premiers qui poseront les pieds sur Mars. Et aujourd'hui, c'est le début de l'installation d'une base sur la planète rouge. Bon, mais là, ce sera sûrement un peu plus compliqué.